bienvenue à Parole autochtone, ici c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, je me permets le temps magnifique pour pouvoir aller à l'extérieur, profiter de la nature et justement vous rappeler qu'on a des responsabilités face à cette nature qui présentement nous permet quand même un genre de tampon d'évacuation de tout le stress qui est accumulé à cause justement de la pandémie, mais surtout à cause des restrictions, du fait qu'on ne peut pas se voir excepté à l'extérieur probablement pour beaucoup de gens. Et c'est venu vraiment faire sonner quelque chose parce que j'ai lu un article justement cette semaine, mais c'est pas la première fois que j'en entends parler, c'est pas la dernière fois que j'en entends parler non plus. C'est en lien avec un couloir énergétique qui est en train de se négocier sur le traité numéro 8 dans les territoires de l'Alberta, là où j'ai eu la chance et la malchance en même temps de pouvoir aller me promener pendant la marche de la guérison pour parler des effets dévastateurs des sables bitumineux. Et pourquoi je vais en parler? C'est pas uniquement pour parler de sables bitumineux aujourd'hui, c'est pas pour parler des chefs qui s'arrangent entre eux pour pouvoir faire un couloir énergétique qui va faire passer du pétrole ou de la foresterie, des minerais. Ce sont des choses qui se développent quand même dans beaucoup de coins du Canada, dans beaucoup de coins aux États-Unis aussi, où est-ce que certains membres de la communauté trouvent vraiment avantageux de pouvoir exploiter les ressources sur leur propre territoire et développer une économie. D'ailleurs, souvent, quand on voit au sein même des communautés des tensions qui existent à cause justement du débat sur devrait-on faire l'exploitation des ressources sur nos territoires ou pas, souvent, il y a des argumentaires comme c'est un projet intelligent, c'est d'avenir, comment est-ce qu'on va pouvoir payer des choses à notre communauté si on ne fait pas ce genre d'économie-là avec ce qu'on a sur notre territoire. Et ça s'oppose souvent aussi à des gens de la communauté, des membres des conseils traditionnels. On a pu voir certains conseils traditionnels comme les Wet'suwet'en, par exemple, en 2020, qui étaient en opposition avec certaines des décisions des conseils de bande des chefs. C'est un exemple que je voulais apporter parce que c'est pas uniquement sur les questions environnementales dont on va voir l'opposition entre des chefs et des membres de la communauté, et même des membres de la communauté, et même des chefs contre des chefs. Pourquoi je veux amener ça de l'avant? C'est qu'il y a quand même une grande problématique au sein de nos communautés, au sein de notre milieu naturel et de notre milieu aussi qui a été construit avec la loi sur les Indiens, avec les conseils des Métis, avec les structures coloniales qui font maintenant partie de notre quotidien. C'est que on entend très peu la voix de ceux qui ne sont pas dans ces systèmes-là. Ça commence, je veux dire, il y a quelques années, on entendait beaucoup parler des chefs et des luttes que les chefs amenaient de l'avant et défendaient au nom de la communauté. Mais de plus en plus, on va entendre aussi les organismes, les centres d'amitié. Et une des grandes problématiques qui existent et que je vois ressortir tristement depuis des années, c'est ceux qui ont des formes de pouvoir sur ceux qui essaient d'avoir une plateforme pour faire entendre leur voix, leur message ou même leur détresse. C'est que pour beaucoup, on ne veut pas mettre sur la place publique notre linge sale. Pourquoi? Parce qu'après ça, c'est instrumentalisé par des gens qui ne sont pas des communautés autochtones pour pouvoir dire « Ah ah, regardez, ils sont comme ça » ou « Ah ah, vous voyez, ils veulent avoir des projets énergétiques ». Et ça amène comme 2-3 niveaux de plus de pression sociale sur des discussions qui devraient avoir lieu au sein de nos communautés et qui ne devraient pas être opprimées par des formes de pouvoir. Et ce qui est triste aussi, c'est qu'il y a une généralisation des Autochtones, il y a une généralisation des chefs, il y a une généralisation des organismes. Et plutôt que de l'étudier ou de l'analyser de la même façon qu'on ferait au Québec, au Canada, sur chaque organisme, chaque politicien, chaque individu, on généralise sur le groupe autochtone et là, ils s'entendent même pas entre eux de toute façon. Et ça, c'est extrêmement toxique. Ce que je veux amener avec ma chronique aujourd'hui, c'est, premièrement, il faut vraiment commencer à regarder vers l'avenir, vers ces discussions difficiles qui vont avoir lieu entre autochtones sur des enjeux qui vont toucher uniquement les communautés autochtones parce que vont découler de là des droits ancestraux ou des droits liés à la loi sur les Indiens. Et il va falloir qu'on puisse protéger ces discussions-là d'avoir lieu parce que sinon, on risque de faire taire des membres des communautés qui veulent, par exemple, dans le cas du traité numéro 8,
puisque j'avais été sur le site justement des sables bitumineux, on entendait des membres de la communauté qui disaient « Regardez, ces projets-là nous empoisonnent, nous rendent malades, prennent nos territoires ». Et c'était souvent opposé avec ceux qui voulaient avoir les projets, ceux qui disaient « Oui, nous, on a négocié, on s'est entendu, on a des ententes préalables avec les compagnies. » Et donc, certaines voix sont plus fortes que d'autres. Et vous pouvez imaginer que dans des milieux autochtones, une voix forte, ça ne veut pas dire une voix forte dans la discussion au Canada. Donc, la discussion, même quand on arrive au niveau politique canadien, là, ça va être même une autre bataille pour avoir le crachoir, pour pouvoir discuter, pour pouvoir faire entendre une voix, quand le gouvernement ou les formes de gouvernance ont toujours été habituées à traiter avec une seule forme de voix, de discussion. Donc, il faut ouvrir nos yeux vers l'avenir. Il faut pouvoir aussi permettre à la voix des personnes qui n'ont pas souvent la parole, qui n'ont pas les médias, de se faire entendre d'une façon qui va les protéger, qui va leur permettre justement de libérer la parole. Donc, n'hésitez pas à écouter les gens sur le terrain. N'hésitez pas non plus à protéger les discussions qui peuvent se passer et se produire dans les communautés autochtones parce qu'elles sont fragiles, elles sont vulnérables face à des formes de discrimination systémique et elles vont souvent même perpétuer des formes d'oppression au sein même des communautés. Et je vous dis juste de tourner votre œil vers les communautés, vers les personnes à risque et de vous informer sur ces sujets-là. Alors, je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à partager notre chronique. N'hésitez pas non plus à aller voir sur les différentes plateformes la version du podcast. Alors, je vous souhaite une belle semaine.